Kin Télévision aujourd'hui, mercredi 31 juillet 2024. Ouvrons cette édition par la 7e session spéciale et la 9e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et de défense (CHES). Se sont clôturés le mardi 30 juillet 2024 avec une cérémonie de remise des brevets, laquelle remise a été présidée par le professeur Vital Kamere. Suivez ce reportage de Gilles Boulembi. Désigné parrain de la 7e session spéciale, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a représenté personnellement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché aux côtés de la première ministre Mme Judith Suminwa Tuluka, marraine de la 9e session ordinaire. Dès sa étoile, lauréats civils ont reçu leur brevet de main de l'honorable président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, pour ceux de la session spéciale. Et 36 lauréats militaires l'ont reçu de main de la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour ceux de la session ordinaire. Le directeur général du CHES, le général-major Moubia Imamba Augustin, a fait savoir dans son discours que la session spéciale 2024 a été baptisée au nom de Vital Kamere et la session ordinaire 2024 au nom de Judith Suminwa, respectivement parrain et marraine. Il a rappelé que l'objectif du CHES est de donner à la République démocratique du Congo une autonomie en matière de stratégie et défense, tout en offrant une expertise de taille lors des réformes en matière de sécurité et de défense. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a salué la bravoure des forces de défense de la RDC qui défendent jour et nuit la République démocratique du Congo dans sa partie est en proie à l'agression rwandaise. Il a rappelé que le CHES, à travers ce multiples brevetés, a un rôle majeur à jouer pendant ces moments difficiles que traverse la RDC sur le plan sécuritaire. Il a insisté sur l'intérêt que porte le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, à la formation de l'élite congolaise à travers le CHES. Et il est convaincu que le rôle que joue actuellement le CHES en formant certains de nos officiers va contribuer positivement à la réforme de l'armée et de la police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est en train de former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie est. Il faut noter que le Collège des hautes études de stratégie et de défense a été créé en 2016 et transformé en établissement public en 2023. Il organise chaque année 2 sessions, dont une ordinaire consacrée uniquement au corps militaire et une autre spéciale ouverte aux personnalités civiles et politiques qui ont la vocation d'occuper les postes de direction. À côté de leurs collègues congolais, les autres participants viennent généralement de plusieurs pays membres de la CEEAC et d'Europe. En mission d'itinérance à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a visité hier mardi 30 juillet l'école de police de Kapala. Images et commentaires. Profitant de sa mission d'itinérance à prélude de la préparation de la commémoration du Génocoste, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a visité l'école de la police Kapalata, spécialisée sur la mise en œuvre du planning de formation, suivi de l'évaluation et stage, ainsi que la gestion didactique des policiers et des nouvelles recrues. Dans une visite guidée, le commissaire supérieur provincial du centre, Bissiono Romain, a fait l'état des lieux de l'évolution du centre de formation de 1957 à ce jour. Du champ de tir, en passant par les salles de cours et les centres de santé, ainsi que la pharmacie, Jacques Chabani s'est rendu compte de la situation et défis à relever pour moderniser ces bâtisses. Bien avant cette visite, le VPM a eu droit à une démonstration de self-défense et protection en cas de menace de l'autorité. À bord d'un crabback de l'office des routes de Kisangani, l'infatigable Jacques Chabani prend la commande du bateau pendant 15 minutes, flottant sur le fleuve Congo, direction la rive gauche du chef-lieu de la Tchopo. De là, Jacques Chabani a parcouru 30 minutes de route pour arrivé dans la commune de Lubunga, une commune de la province de la Tchopo qui a connu une guerre interethnique entre les Mbole et les Ngola depuis plus d'une année. Objectif,
s'imprégner de la situation sécuritaire des habitants de ces coins de la République. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité, accompagné du vice-ministre de la Défense Sami Adoubango, du ministre d'État de l'Agriculture et du gouverneur de la Tchopo, a poursuivi sa visite pour chuter à la société agro-pastorale Cap Congo. Cette société palmière du Congo, qui a connu la désertion de plusieurs employés à cause de ces conflits interethniques qui a opposé les Mbole et les Ngola, le ministre national de l'Agriculture a lancé l'alarme à l'autorité sectorielle et au président de la République pour le renforcement de la sécurité et l'autorité de l'État dans ce coin du Congo. Sur le plan sécuritaire, le patron du secteur de la sécurité rassure la population sur l'instauration définitive de la paix avant d'appeler les communautés locales à bannir les conflits interethniques pour la cohabitation pacifique. De Cap Congo, le VPM Chabani s'est dirigé à la maison communale de Lubunga où il s'est entretenu avec les conseillers communaux et les autorités politico-administratives. Jacques Chabani va clôturer son périple à l'inspection provinciale de la territoriale où il a visité les bâtiments et a palpé du doigt les conditions de travail de ses agents et fonctionnaires de l'État à la grande satisfaction de l'inspecteur provincial de la territoriale Pierre Bakoui. Vous avez corrigé avec moi, c'était l'école de police de Kapalata et non Kapala. D'un vice-premier ministre à un autre, le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, instruit les entreprises de son secteur et son administration pour l'élaboration du projet de budget de son ministère. Images et commentaires, Mario Ambongo. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé ce mercredi 31 juillet 2024 une réunion d'orientation des travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de l'exercice 2025 du ministère des Transports, voies de communication et des enclavements. Son Excellence vient de nous donner des orientations précises par rapport aux travaux de l'élaboration de prévision du budget de notre ministère. Donc, il nous a demandé de respecter la vision du président de la République qui se trouve dans le programme d'action du gouvernement. Lui-même nous a donné des actions prioritaires et il nous a demandé de tout faire pour que ces projets retenus dans le programme d'action du gouvernement soient inclus dans la loi de finances 2025 en élaboration. Et à notre niveau, nous sommes prêts. Maintenant là, nous sommes en train de descendre avec les experts pour que nous puissions déjà dès aujourd'hui commencer le travail de manière que au plus tard, le 5 août, nous puissions lui remettre nos prévisions du secteur, c'est-à-dire administration, entreprises publiques, établissements publics et les prévisions de services spécialisés du ministère. Et à partir d'ici, nous irons alors à la campagne, disons à la conférence budgétaire pour défendre ces prévisions auprès des amis du budget. Et à la fin, s'il y a des points de désaccord éventuels, nous viendrons lui faire rapport pour qu'à son niveau, il puisse interagir avec son Excellence Monsieur le ministre de l'État du budget pour que les cas échéants, il puisse harmoniser. La dite réunion avait connu notamment la participation des directeurs généraux des entreprises, les responsables de différents services de l'administration, ainsi que les services spécialisés qui sont sous tutelle du ministère des Transports. Parlons éducation à présent. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et citoyenneté Raissa Malo a accordé une série d'audiences, d'abord à l'ambassadeur britannique, ensuite avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la France accrédité en RDC Bruno Hubert, qui était à la tête d'une délégation de l'Agence française de développement AFD en cycle. Encore une fois, Mario Mbongo. Une série d'audiences au cabinet de la ministre d'État Raissa Malo. D'abord, la diplomate britannique était accompagnée de son directeur des programmes d'appui à la coopération Peter Fernandez Cardi, de son conseiller en éducation Sean McColquin et de son gestionnaire des programmes d'éducation Albert Manzaza. L'ambassadrice Alison King a fait l'économie de sa visite chez la ministre d'État en ces termes. On a voulu
rencontrer Madame la ministre de l'État pour voir comment est-ce qu'on peut avancer notre partenariat, quelles sont les lignes directrices, quelle est sa vision pour ce domaine assez important, parce que c'est vraiment l'avenir de la jeunesse congolaise. Donc on a eu des très claires orientations, comment travailler sur le plan national pour l'éducation. Donc je crois qu'on peut avancer ensemble pour améliorer l'accès, la qualité et la gouvernance du secteur de l'éducation. Juste après, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et citoyenneté, Raissa Malou, a accordé le lundi 29 juillet 2024 dans son cabinet de travail une audience à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France en République démocratique du Congo, Bruno Aubert, à la tête de la délégation de l'Agence française de développement. Du fait que l'éducation est une priorité dans la relation entre la France et la République démocratique du Congo. C'est une priorité qui a été portée très fort depuis 3 ans à l'occasion de la visite du président Macron ici à Kinshasa, à l'occasion de la visite du président Tshisekedi à Paris. L'éducation de base dont elle a la responsabilité notamment, c'est la grosse partie de notre présence aussi en termes de coopération sur l'ensemble du continuum éducation, qui couvre aussi la formation professionnelle, qui couvre l'enseignement supérieur. Mais le domaine de responsabilité du ministre continue le cœur de cible principal de nos coopérations. Parlons politique dans ce journal. La plateforme politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se réunit au bureau privé du coordonnateur de la majorité parlementaire, l'honorable Augustin Kabouya. Enfin, très bientôt, les candidats du ticket gagnant de l'Union sacrée au bureau définitif du Sénat seront connus de tous. Suivez. En perspective de la conquête du bureau définitif du Sénat, l'heure des grandes décisions pointe les bouts des sonnets. C'est dimanche 28 juillet au bureau du coordonnateur de la majorité parlementaire, en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les sénateurs de l'UDPS et ceux de la Mosaïque ont été invités à revoir à la baisse leurs ambitions exprimées lors de la rencontre précédente, le 25 juin dernier. En clair, les potentiels candidats ont été exhortés à laisser d'autres postes aux alliés au sein de l'Union sacrée, en vue de favoriser la bonne cohésion au sein de la plateforme politique, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ces cadres que la famille politique UDPS et Mosaïque a levé l'option d'aligner le candidat qu'au poste de président, celui du rapporteur, mais également au poste de questeur du Sénat. Pour sa part, le coordonnateur de la majorité parlementaire et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, promet de transmettre les conclusions de cette réunion à la seule haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation et pas à quelqu'un d'autre. Ce, avant l'harmonisation des vues sur la question avec d'autres partenaires au sein de la plateforme politique de Félix Tshisekedi. Faisons un grand effort et placer l'intérêt de notre famille politique avant toute chose et l'intérêt du chef de l'État. Décidément, très bientôt, le ticket de l'Union sacrée de la nation au Sénat sera connu de tous. Sécurité à Kinshasa. Des tirs, des coups d'effet ont été entendus en fin de la matinée, non loin de la résidence de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Quelques personnes présentées comme du force du progrès ont été appréhendées et mis hors état de nuire, car ce sont eux qui ont semé ces désordres. Suivez ces reportages de Mario Ambongo. Comme le montre la vidéo, un groupe de personnes se réclamant force du progrès, structure de l'UDPS, ont été aperçus aux abords de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Vêtus pour certains des t-shirts à l'effigie du président Félix Antoine Tshisekedi. Ces jeunes, dont pour l'instant les motivations ne sont pas encore connues, ont été stoppés par la garde qui surveille la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Sont les suivis des coups de feu dans ce secteur très fréquenté par les expatriés, non loin de l'hôpital Ngaliema. Une situation de panique qui a mis en peur plus d'une personne dans cette partie du centre-ville. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Juste après, quelques forces du progrès ont été appréhendées, comme vous le voyez sur ces images.
Madame Olive Lembe Kabila, l'ex-première dame, lancera un message devant cette résidence. Un message teinté de regret, de spiritualité et d'incompréhension, à l'image de la personne qui a toujours bondi devant les événements, mais le plus souvent avec émotion et sans sagesse et diplomatie. Poursuivons ce journal avec ce communiqué du mouvement de libération du Congo MLC en site. Le mouvement de libération du Congo MLC exprime sa profonde préoccupation suite aux déclarations de l'ex-première dame, Mme Olive Lembe Kabila, concernant la manifestation survenue aux environs de sa résidence par des individus non identifiés. Le MLC tient à préciser que le vice-premier ministre, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, cité par l'ex-première dame, n'est ni de près ni de loin impliqué dans cet incident. Toute assignation en ce sens est sans fondement et vise à porter atteinte à sa réputation et à celle de notre parti, même si l'émotion est compréhensible. Il est également crucial de clarifier que l'espace récemment libéré pour la circulation autour de la résidence occupée par le président honoraire relève du domaine public de l'État, autant que la devanture du palais de la nation ou encore celle de la cité de l'Union de l'OIA. Les barricades y érigées entravaient inutilement la libre circulation des citoyens. Voilà, donc c'est un communiqué signé Fidel Babala Mwandou. Nous y reviendrons avec force et détails au cours de nos prochaines éditions. Toujours ce journal avec l'autre communiqué de l'IDPS, la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi a suivi ce mercredi 31 juillet à travers les réseaux sociaux des images des personnes non autrement identifiées dont l'on attribue l'appartenance tantôt à l'IDPS, tantôt à la force du progrès qui se serait attaquée à la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. La présidence du parti tient à informer l'opinion publique qu'elle ne reconnaît pas les individus qui apparaissent sur les images en circulation et ne reconnaît pas non plus leur appartenance au parti. La présidence du parti exhorte les peuples congolais en général et les forces de défense et de sécurité en particulier à accroître la vigilance en cette période où les ennemis de la République multiplient des stratégies visant à déstabiliser les institutions du pays par la manipulation de l'opinion. L'air n'est pas ni à la distraction ni à la diversion. C'est un communiqué signé Augustin Kabouya. Poursuivons ce journal avec cette nouvelle. Un corps sans vie a été retrouvé au quartier Molar dans la commune de Bandalungwa. Les circonstances ne sont pas encore connues. Yannick, comme l'appellent les habitants de Bandalungwa, portait une chemise rouge. Suivez ces reportages de Choming Kassiama et Mario Ambongo. Très tôt le matin, les habitants du quartier Molar, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, plus précisément au coin des avenues Tondé. Un corps sans vie a été retrouvé, étalé à même le sol, avec sa natte. Ce corps sans vie a surpris plus d'une personne. Généralement, ce garçon a l'habitude de squatter les alentours de la commune de Bandalungwa. Au dire de quelques habitants, il est connu sous le nom de Yannick. Personne ne sait comment il est mort. La réaction de quelques personnes. À cause de consommation de boissons qui n'est pas bien traitées, de boissons qui n'est pas dignes. Et je vais condamner avec dernière énergie la société qui fabrique ce type de boissons qui n'est pas vraiment traitées, qui cause de mort à la jeunesse congolaise. C'est vraiment triste. Et je demanderai au gouvernement congolais de prendre des responsabilités, de chasser les sociétés-là qui fabriquent des boissons qui ne sont pas bien traitées, qui n'est pas vraiment à mesure pour la bien-être de la population congolaise. J'invite la jeunesse de laisser des consommations inutiles, de laisser des boissons inutiles, des whisky là, qui n'est pas traité, des agana et consorts. Ce n'est pas bien pour la santé. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités pour qu'on puisse, n'est-ce pas, pour chasser ces gens-là qui sont en train de vendre cette boisson. C'est la jeunesse qui est foutue. Ce corps sans vie a été retrouvé tôt le matin entre 9h et 10h
ce corps était encore sur place. Pas de police pour faire le constat. Pas de service social de la commune de Bandalungwa, comme à l'accoutumée. Ce service a toujours été aux abonnés absents. Le constat est là. Il y a mort d'homme. Avec ce laxisme de nos services concernés, sûrement il n'y aura pas d'enquête, comme toujours. Toujours en société, un accident de circulation est survenu aux abords de l'aéroport international de Njili vers 1h du matin du dimanche 28 juillet. Ce drame a fauché la vie à 2 personnes, dont un homme et une femme d'une trentaine d'années. Suivez les récits du drame avec Clavière Yala Diakou, témoin de l'événement. Aux premières heures de la matinée du dimanche 28 juillet 2024, la population environnant l'aéroport international de Njili s'est réveillée sous un choc qui refuse de dire son nom. Devant les sites des militaires dénommés 4 maisons situées à quelques périmètres de l'arrêt des bus Air Force dans la commune urbano-rurale de Lantsele, les habitants ont assisté à un horrible et effroyable accident de circulation causant la mort tragique de 2 personnes, dont un homme et une femme à la trentaine révolue qui étaient à bord de cette Jeep. Les témoins oculaires du drame révèlent que ces gros véhicules auraient connu une panne de rotile. Déboussolé, le gros engin a fini sa course sur la voiture. Ce que nous avons entendu était plus qu'un coup de tonnerre. Nous ne savons pas dire à quelle vitesse roulaient ces gros camions. Déboussolé, le gros engin a fini sa course sur la Jeep. 2 personnes sont décédées sur place. Irrécupérable, la voiture pimpant neuve a été réduite en pièces. Le membre de famille, amis et connaissances des victimes sont inconsolables. Pleurs, sanglots, émotions, grincements de dents ont fait bloc à la hauteur de la gravité des faits survenus vers 1h du matin. Changeons de chapitre à présent. Le 31 juillet de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, JIFA en cycle. Pour 2024, les festivités se sont déroulées du 30 au 31 juillet 2024 à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, avec comme thème « Investir en faveur des femmes pour accélérer les rythmes de vie dans la société ». Reportage de Clavière Yala Diakou. Autour du thème « Investir en faveur des femmes pour accélérer les rythmes de vie dans la société », les festivités de la 62e journée internationale de la femme africaine JIFA se sont déroulées à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sous la supervision de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici valablement représentée. Prenant la parole, la directrice générale de l'ISP Gombe, la professeure Gertrude Ekombe Ekofo, a circonscrit son mot de circonstance en 4 recommandations bénéfiques pour les femmes et les jeunes filles, à savoir mutualiser leurs efforts pour sortir de la torpeur et du complexe d'infériorité, combattre et supprimer les traditions et les préjugés, se rassurer de leur potentiel et capacité de diriger autrement, s'unir et s'engager davantage pour obtenir les droits des femmes. Un grand merci avant tout à son Excellence Madame la Première ministre qui nous assure de son soutien très encourageant à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Un merci particulier à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour avoir bien voulu nous associer à l'organisation de cette journée. Après les interventions des représentantes des ministres du genre, famille et enfants et de la jeunesse, des Nations Unies et des Awadi, structures organisatrices, l'autre temps fort était marqué par les témoignages des femmes brillantes et la visite des stands destinés à l'exposition de plusieurs et différentes œuvres de créativité. À l'ISP Gombe, les mardis 30 et le mercredi 31 juillet 2024 ont été consacrés aux activités de la Journée internationale de la femme africaine JIFA 2024. Célébrée le 31 juillet de chaque année, la Journée internationale de la femme africaine vise à fédérer les efforts des femmes autour d'un
d'un idéal commun qui est de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. Parlons religion dans ces journaux. À la conférence épiscopale du Congo, le nouveau président élu de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mutemba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 30 juillet à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec le président sortant, Monseigneur Marcel Utembi, archevêque métropolitain de Kisangani. Suivez. À la conférence épiscopale nationale du Congo, le nouveau président élu de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mutemba Mogalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 30 juillet 2024 à l'issue de la cérémonie de remise reprise avec les présidents sortants, Monseigneur Marcel Utembi, archevêque métropolitain de Kisangani. La cérémonie a commencé par une prière dite par les présidents sortants, suivie de son allocution dans laquelle il a commencé par souhaiter la bienvenue au nouveau président ainsi qu'à ses collaborateurs. Par la suite, il a rappelé les contenus de son discours de clôture lors de l'Assemblée plénière de juin 2024. Je vous souhaite une cordiale bienvenue dans ce bureau officiel du président de la SENCO. Cette séance de travail intervient un mois après l'élection des nouveaux responsables des structures de la SENCO. Permettez-moi aussi de réitérer mes vives félicitations pour la confiance que les archevêques et évêques membres de la SENCO ont placée en votre personne en vous élisant président de la SENCO pour un premier mandat de 4 années. En outre, voudriez-vous transmettre au moment opportun mes chaleureuses félicitations à vos collaborateurs élus le même jour comme premier vice-président et deuxième vice-président de la SENCO. Quant à moi, en tant que président sortant de la SENCO, je vous rassure tous de ma proximité spirituelle et fraternelle. Pour le bien de notre chère conférence épiscopale et de l'Église Famille de Dieu en RD Congo, vous pouvez toujours compter sur ma disponibilité en cas de besoin pour toute intervention opportune en termes d'information, de conseils ou de contributions. Excellence, Monseigneur le Presteco, voici les courriers reçus qui méritent d'être exploités dès le début de votre ministère par vous-même. Merci beaucoup. Ouais. Et les signataires aussi. Merci. Voilà. Et les documents de remise et reprise avec le procès verbal. Merci. Félicitations, félicitations. Fructueux mandat. À lieu de prière. Merci. Merci bien. Et en l'issue de cette cérémonie de remise et reprise, Monseigneur Cholet s'est exprimé en ces termes. Suivez. Je crois que c'est un acte administratif de grande importance et nous avons été témoins de cela. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Le président sortant, Monseigneur Marcel Utembi, un ancien chancelier, c'est quelqu'un qui est vraiment rodé dans l'administration. Il a démontré dans la préparation des documents jusque dans le détail. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Encore une fois, l'occasion pour moi d'exprimer ma fierté de notre Église. Je l'ai fait à l'occasion de l'élection du président qui a été voté alors qu'il n'y avait pas de candidat, qui a été voté au premier tour à plus de 2/3 de voix. Ça signifie que la SENCO est unie, ça signifie que c'est la continuité et c'est ce que nous encourageons aux autres institutions. Bon, pour la société congolaise, je crois que vous êtes dans le domaine des médias. Vous savez comment à plusieurs endroits les remises et reprises se font. Il y en a qui soutirent les documents importants qu'ils considèrent leur secret personnel. Il y en a qui arrivent à la tête d'une institution sans trace de beaucoup d'éléments fondamentaux.
Mais ici, il faut reconnaître que l'administration courante est gérée par le secrétariat général. Le président travaille étroitement avec le secrétariat général. À voir les choses telles que ça s'est passé, je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer pour ceux qui font de soi-disant remises et reprises à peu près. Quelque chose que je dois signaler aussi, c'est l'esprit même de la continuité du changement dans l'Église. Le pouvoir dans l'Église reste un service à rendre. On le rend conformément au statut et on quitte sans regret. On accueille celui qui vient à cœur joie. Le président tout à l'heure a donné sa disponibilité à accompagner le président entrant qui aussi a dit qu'il aura besoin de temps en temps de recourir à lui dans le traitement de certains dossiers qu'il estimera travailler avec lui. Donc, c'est cet esprit-là que nous devons encourager, ne pas voir de mauvais œil celui qui vient, ne pas considérer comme quelqu'un qui n'a plus de place celui qui sort, mais considérer que c'est un service à rendre à la société. Ici, c'est à l'Église. Celui qui est parti a fait ce qu'il devait faire, mais il peut encore être utile à celui qui vient. Celui qui vient, c'est qu'il ne vient pas changer les choses, il vient continuer un service qui a commencé pour le bien. C'est par les propos de Monseigneur Cholet que nous bouclons ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal du mercredi 31 juillet 2024. Mesdames et messieurs, restez branchés au programme de Canal King Télévision. Bye bye.